Coucou Ilyes, Salut, comment tu vas aujourd'hui? je vais bien et toi? Ça va au top, au top. Donc Ilyes qui est en direct de son lycée là, c'est cool. Il nous prend le temps d'enregistrer ce petit podcast avec nous. Donc Ilyes, comme d'hab, ce que je te propose, c'est tout simplement tu te présentes, tu racontes un peu ton histoire avec le trouble anxieux, les obstacles que tu rencontres en ce moment, et puis ça fera notre fil conducteur, et puis on part de là quoi. D'accord. Bah moi je m'appelle Ilyes, donc j'ai 17 ans. Je suis au lycée, je suis en classe de terminale. Plus tard j'aimerais intégrer, si j'ai de la chance, un IEP de Sciences Po. Alors, pour parler de mon histoire vis-à-vis du trouble anxieux, je trouve que je suis quand même pas à plaindre, il est assez léger, mais c'est que j'ai vécu une relation très difficile en fait. Relation D'accord. amoureuse très 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 difficile durant un peu plus d'un an. Voilà, donc à partir de la fin de mon année de seconde et jusqu'à la fin de mon année de terminale, en fait. Hmm. Voilà. Relation qui se passait plutôt bien au départ, puis je suis tombé Ouais. dans une relation de dépendance affective. Bon. D'accord. Ok. Et j'ai fait tout ce qu'il faut pas faire. Ouais. Et et surtout que j'étais avec une fille qui avait besoin de beaucoup d'espace, disons, et moi j'étais très Hmm. pot de colle. Ouais. Du coup, ça a causé pas mal de soucis. Et j'ai vécu durant cette année, donc l'an dernier, 2023-2024, beaucoup de soucis côté personnel, côté familial, etc. J'ai eu des malheurs qui me sont arrivés. Et comment l'anxiété elle s'est développée, elle s'est déclenchée chez moi. C'est que la relation se passait en dents de scie. C'est-à-dire Ouais. que un jour, ça se passait bien, j'étais heureux. Un jour, je recevais pas l'affection que je demandais, donc j'étais malheureux. Je souffrais, si, etc., etc. Et donc, j'étais jamais certain de quoi que ce soit. Et mon ex me criait beaucoup dessus, énormément. Et moi, j'étais tétanisé, je ne savais pas quoi faire. Donc, c'était quoi les, Euh, les sujets quand tu créais dessus? C'était quoi les sujets? C'était ta dépendance affective particulièrement ou c'était pour plusieurs Ça raisons? pouvait être Elle avait tout. juste une tendance à crier. Ouais, c'est ça. En fait, ça criait beaucoup chez elle, donc elle le répercutait, quoi. Hmm. Et donc, ça pouvait être sur tout. Et déjà, en février, il y a eu un événement qui m'a beaucoup marqué. Ouais, j'ai un peu honte de dire ça à tout le monde, mais c'est pas grave. T'inquiète pas, on Euh, est en safe place. c'est que en février, enfin, en fait, après, pour dire que c'était en dents de scie, c'était, par exemple, à Saint-Valentin, on avait fêté à Saint-Valentin. Moi, c'est ma première Saint-Valentin, c'est des premiers émois amoureux, etc. J'étais très très heureux. Hmm. On célèbre tout ça ensemble. Puis 5 jours plus tard, elle vient me voir chez moi, pour pas qu'on passe une soirée normalement. Puis elle m'annonce qu'elle ne m'aime plus. Et ça m'a beaucoup heurté. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? On l'a Saint-Valentin, 10 mois. 10 mois? Ok. Mhm. Ça faisait un Ouais, petit moment déjà. ça faisait un petit moment à mon échelle bien sûr. Ça faisait un petit moment. Et donc ça m'a beaucoup heurté. Il y a eu d'autres événements comme ça qui ont un peu brisé ma confiance en moi et ma confiance en elle, mes repères en fait, ce que j'avais. Car j'étais dans une période de ma vie où j'étais tellement dépendant que les seuls repères que j'avais, c'était elle. Ouais. Parce que chez Et moi, donc, ça allait après pas. qu'elle t'a annoncé ça, la relation a duré ou elle s'est arrêtée? Euh, à la fin, on a fait une pause qui a duré près de 3 semaines. C'est pas très, ça a servi à rien, à part renforcer mes peurs. Hmm. Puis en avril, on voulait fêter mon anniversaire. Donc 7 ans, adolescent, anniversaire, grosse soirée, etc. Hmm. Donc moi je fais ok, ça va être cool. Puis au final, l'anniversaire qui avait lieu le 7 avril, il y a un problème, c'est que en fait, elle voulait que je le fête en commun avec sa meilleure amie, qui est née à quelques jours d'intervalle. D'accord.
J'étais un peu réticent, mais j'ai dit: «Bon, de toute façon, si je le fais pas, si je le fais pas, j'ai pas vraiment mon mot à dire, quoi». Mmh. J'accepte ça et j'ai essayé d'inviter plein d'amis à moi et cetera, ça se passe bien et en parlant, je dis: «Ouais, viens à mon anniversaire». Je parlais à une fille, je lui ai dit de venir à mon anniversaire et sa meilleure amie a entendu le fait que j'ai dit mon anniversaire et par ego, elle est allée le répéter à mon ex de l'époque. On va l'appeler Lucie. Elle est allée le répéter à Lucie et donc Lucie est venue littéralement, m'engueuler personnellement, moi. Me dire: «Oui, tu es un égoïste, pourquoi tu as dit que c'était ton anniversaire alors que c'était votre anniversaire?» et cetera. Bref, elle est venue vraiment m'engueuler et on sortait des cours et donc sur tout le trajet pour arriver jusqu'au bus, j'étais tétanisé. En fait, à chaque fois qu'elle m'engueulait, je pouvais pas parler. J'arrivais pas à, la zone du cerveau qui fait que je m'énerve, que je réponde, non, ça marchait pas. Mmh. Donc tu te sentis plutôt Et tétanisé plutôt c'est que, ça. ouais, ça c'est la réponse combat-fuite qui en fait, est gérée par une partie de notre cerveau qui est reptilien, donc qui est vraiment, au centre de notre Mmh, psyché et ça, bah, ça se déclenche, c'est pas vraiment nous qui décidons, quoi. C'est en fonction de, bah, notre tendance anxieuse notamment. On va soit décider de se battre et donc ça peut être, bah, à l'extrême, tu vois? Soit, de fuir ou de pas répondre, comme tu as fait aujourd'hui, quoi. mmh et il se passe ça et on marche, on marche et elle continue de me gueuler dessus, mais c'est des choses qui n'ont plus rien à voir. Et là, elle me critique, moi, personnellement, ma vie de genre: «Ah, tu es qu'une merde, de toute façon, tu es qu'un égoïste» et cetera, blablabla. Pendant 10 minutes, ça s'arrête pas Mmh. et donc je sais pas ce qui se passe à ce moment-là, mais je m'assois et je me mets à pleurer et je pense avoir fait, et à ce moment-là, une sorte de dissociation. Voilà, c'est que je me Ouais. souviens m'être Des assis, PDR. dans la ouais, parce que je me souviens, m'être assis, dans la rue et que, je me voyais plus correctement, je me voyais très, très bizarre et par la suite, je me suis relevé et j'ai juste avancé, j'ai pris mon bus et j'étais comme un mécanique. J'ai bref, c'est Ça passé fait ça. tu fait une grosse crise d'angoisse qui a, Ouais, déclenché un symptôme de DPDR, quoi. en gros, pour la faire courte et ça a eu lieu. Sur la relation après ça, elle a continué. Après ça, en fait, et on a fait la fameuse fête d'anniversaire, justement. Mmh. Mais à cette fête Mais donc à cette d'anniversaire époque-là, t'étais plus avec elle, c'était plus ta copine? Et puis tu si, dis c'était que ma tu copine voyais d'autres encore. personnes? Mais Ah c'était d'accord, mes amis, c'était toujours ma copine. J'étais toujours avec Lucie. d'accord, Lucie, je l'ai quittée qu'en juillet OK. et en avril donc, se passe, cet anniversaire. Donc avec plein d'amis à moi, je suis entouré de tous les gens que j'aime. Donc il y a ma copine, il y a tout, sauf que je me sens bizarre. Je me sens, stressé et je suis là et donc au moment où j'emmène les invités et j'en parle à mon meilleur pote. Je lui dis: «Ah, mec, je sais pas pourquoi, mais je me sens stressé, il y a un problème». Il me dit: «Ah mais c'est normal, c'est des invités, c'est une grosse soirée, c'est normal que tu stresses». Le truc c'est que c'est pas passé de la soirée du tout, Ouais. Tu à t'es part quand accroché à ce stress? c'est ça. À part, quand, bah, à un moment on a bu un peu d'alcool, mais sinon c'est pas du tout parti, à aucun moment et là j'ai compris qu'il y avait j'ai compris qu'il y avait un problème. J'ai compris qu'il y avait un problème et surtout je pouvais absolument rien y faire et je savais pas ce que c'était. Du coup, je cogitais, je cogitais, je m'isolais, j'essayais de me divertir. Mais ça marchait pas vraiment. C'est pas très efficace. J'ai passé une des pires soirées de ma vie, surtout que c'était mon anniversaire. Le lendemain, c'est pas parti. Surtout que, ma copine de l'époque, me l'avait reproché. Elle m'a dit: «Ah mais toi, toujours il y a un truc qui va pas». Quand, je lui ai dit donc il m'était mal senti. Donc Je j'avais fait: commence «Ouais, à OK». comprendre le profil de ton ex. Ouais. Ouais, de toute façon, il y a toujours
Ouais, c'est un profil particulier. Bon, il y a toujours un problème. Ouais, il y a toujours un truc qui va pas, etc. Moi, je suis en larmes, j'ai expliqué que non, mais j'ai peur d'avoir un problème, j'ai peur, je sais pas, je fais une dépression, qu'est-ce qui se passe? J'avais vraiment aucune idée de ce que je vivais. Et elle me dit, ouais, bah, au moins, si t'as un truc comme ça, on se comprendra mieux. Là, je fais wow. Parce elle était un peu, elle avait déjà vu des psychologues auparavant, des psychiatres, elle avait des troubles mentaux non diagnostiqués, disons. Et donc moi je fais ouais mais non c'est pas une bonne dynamique là, c'est vraiment mauvais, vraiment néfaste. Et je rentre chez moi et donc je suis tout pâle, je tire la gueule alors que j'ai passé ma soirée d'anniversaire etc. Bon, c'est la fête. Mais je suis tout pâle, je tire la gueule et je rentre, je m'assois. Mes parents ils me demandent ce qui se passe. Mes parents ils ont toujours été très bienveillants envers moi. Ouais. Donc, ça c'est une chance que j'ai. Ils ont toujours été très bienveillants envers moi. Et je tire la gueule, je m'assois et je vais voir un psychologue. Et là, Très bien. ils me disent quoi? Comment ça ils sont tellement dans la compréhension? Je suis censé avoir passé Ouais. un super bon moment, revenir de soirée. Mon fils, il vient et te dit, ouais, je veux voir un psychologue, il y a un problème. Ouais. Et donc, et moi, j'essaie de leur cacher que ça se passe mal avec Lucie. C'est vraiment de leur cacher, je veux pas qu'ils pensent qu'il y a des problèmes et tout. Alors qu'il y a des problèmes. Et donc, j'essaie d'inventer des choses, etc. Eux, ils comprennent assez vite que bah, je donne bien le problème et que je dois arrêter de voir cette fille-là. Ça tombe bien, c'est le début des vacances scolaires. Elle me dit, ouais, mais pendant les vacances, tu la vois pas. Parce que Ouais. j'étais arrivé à un stade de ma vie où je la voyais plus que mes parents. À savoir elle est dans mon lycée et que l'an dernier, elle était dans ma classe. Hmm. Donc, j'étais constamment avec elle. Qui n'aidait pas pour la dépendance, bien sûr. Et il me dit, ouais, tu la vois pas. Le truc, c'est que ça a fait l'effet inverse. Je l'ai vécu comme un une sorte Bah, de t'as eu Roméo et l'effet de manque. Juliette. T'as eu l'effet de manque. C'est ça. Ça, fois 1000 et surtout que bah, je continue de lui parler avec elle par message. Même si mes parents, s'ils voulaient moins limiter, ils peuvent pas. Hmm. Et ça a fait un peu un effet de Roméo et Juliette. C'est que plusieurs fois, je leur ai menti pour aller les voir, pour aller la voir. Et bref, ça n'a pas aidé. Et elle m'a convaincu, même si quelque part, je commençais à comprendre que c'était vraiment toxique pour moi. Et même pour elle. Elle a réussi à me convaincre de continuer après ça. Donc par la Parce que suite, elle était pas, à ce moment-là, elle était retombée amoureuse de toi ou même pas? en fait, elle m'a avoué qu'elle m'a toujours aimé, mais juste qu'elle a fait ça, justement. Elle m'a dit qu'en février, qu'elle m'aimait plus parce qu'elle voulait créer de la distance entre nous, car, soi-disant, comme j'étais trop dépendant d'elle, elle pensait que si elle faisait ça, je le serais moins. Hmm. Mais alors qu'elle a menti, du coup? Ouais, elle a menti. Mais je pense qu'elle m'a trompé ce jour-là. Enfin, j'ai des preuves. D'accord. Ok. Euh, Ouais, je pense qu'elle m'a menti, qu'elle voulait juste, parce qu'elle m'a dit, elle m'avait dit un truc, c'est drôle. Ceux qui écoutent, elle m'avait dit, ouais, j'ai envie d'un peu plus de piquant dans ma vie, Hmm. comme si c'était trop stable, en fait. Ouais. Ouais, Elle on m'avait voit dit, un profil. En fait, ça se voit une personne comme ça qui a des troubles émotionnels non diagnostiqués, non traités. euh, pour masquer en fait cette souffrance qu'elle ressent, elle va avoir besoin d'émotions intenses. Ça peut être des émotions saines, mais surtout des émotions malsaines en fait. Et donc c'est pour ça que si vous voulez, avant de vous mettre dans une relation, il faut toujours voir avant d'accepter une relation exclusive avec une personne. Il faut toujours attendre un petit peu, le temps de connaître un peu la personne et voir si cette personne-là est dans un état émotionnel où elle est capable d'avoir une relation saine, exclusive. Et l'un des gros red flags qu'on va trouver, c'est une personne qui a justement un trouble mental, mais pas seulement qu'elle a un trouble mental, parce que tu peux très bien avoir une relation très saine avec quelqu'un qui a un trouble mental, mais qui
qui est donc non diagnostiqué et donc qui a une méthode très malsaine, en fait, de traiter ce trouble mental. Donc généralement en l'évitant ou en essayant de le masquer, plutôt que d'être ouverte par rapport à ce trouble et de prendre ses responsabilités comme toi tu as fait. Toi, tu as eu la bonne réaction. Dès que tu as vu qu'il y avait un problème, tu es allé voir tes parents, tu as dit: «Il faut que je voie un psychologue». Ça prouve que tu as eu la réaction saine de la chose, qui est: «Il y a un problème, il y a pas de problème. S'il y a un problème, il faut le résoudre», tu vois? Et il y a des personnes qui ont pas cette capacité, tu vois? Et donc ça, bah, clairement, ce podcast va traiter de dépenses affectives Bien sûr. et de troubles anxieux par rapport aux relations. Et donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est ça, quoi. C'est toujours attendre de bien connaître la personne. En général, on met 1 mois avant de connaître une personne. Et moi, je suis un peu après chacun son avis, mais pour moi, commencer et d'essayer de se mettre en relation avec quelqu'un qu'on ne connaît depuis et romantiquement, hein, qu'on connaît romantiquement, hein, depuis moins d'1 mois, c'est prendre le risque. C'est si tu connais pas la personne, tout le monde a une très belle image, les premières semaines. C'est au bout d'1 mois où tu peux te faire une idée de la personne, comment elle est vraiment, tu vois? Et les red flags qu'on retrouve, c'est justement ce type de red flag où la personne a des problèmes mentaux, non diagnostiqués, qu'elle va justement essayer de masquer par des émotions intenses. Donc méfiez-vous des gens qui, ont besoin d'émotions intenses dans leur vie. Méfiez-vous de ces gens-là, parce que ça va forcément arriver à un stade où ce besoin d'émotions intenses va prendre le dessus sur, leur engagement envers vous. Donc soit trompé ou autre chose, tu vois? Et puis un autre truc aussi qui est un très bon indicateur de si votre relation va marcher ou pas, c'est les parents. Donc si vous voyez un peu la dynamique familiale, si vous voyez que c'est une dynamique malsaine, il y a de fortes chances, à moins que la personne soit très ouverte par rapport à ça et en ait conscience, il y a très de fortes chances en fait que ces schémas familiaux néfastes, donc ça peut être le père absent, ça peut être, même des parents violents ou quoi, Ou les 2. heu, que cette dynamique ou les 2, que cette dynamique se reproduise dans ton couple. Bien sûr. Et donc voilà un peu des red flags à identifier. Après, tu vois, Elias, tu jeune, c'est comme ça arrive, hein, tu sais tout ça. Je sais que dans ce podcast, c'est cool parce que c'est un podcast qui sera dédié plus aux jeunes. J'ai l'habitude d'avoir des podcasts plutôt avec des gens un peu plus âgés que toi. Mais je pense que c'est important aussi d'avoir des podcasts comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont entendre ce podcast et se dire: «Ah mais ça, on a tous vécu» et cetera. Mais non, pour moi, c'est important d'être préparé à ce genre d'événements que tout le monde vit. Tu vois? Les premières relations amoureuses, les premières relations, abusives aussi, tu vois? On nous prépare pas à ça. Moi, je sais que ma première relation, ça a été avec une mythomane, tu vois? Donc, j'étais pas dépendant affectif parce que j'étais pas si amoureux que ça, mais ça m'a quand même affecté, tu vois? Mais j'aurais aimé aussi qu'on me Bien parle et sûr. qu'on me donne quelques indices, tu vois? Et notamment, quels sont les red flags à identifier chez les personnes avant de se mettre avec eux, quoi. Mais voilà, je t'ai coupé, désolé, je te laisse continuer ton histoire. Pas de souci. Non, vraiment, j'espère que ce podcast touchera justement des personnes plus jeunes, car c'est vraiment quelque chose à laquelle on n'est pas prêt et c'est très étonnant quand ça arrive. Et quelque part, si on n'a pas de chance, si on n'est pas très bien entouré, moi j'ai la chance d'avoir été bien entouré dans mon cadre familial, dans mes amis, j'ai toujours bien choisi mes amis. Juste, bah, ma copine, je l'avais pas bien choisi, malheureusement. Ouais. Euh, ça, euh, ça m'a permis d'aller mieux assez vite et de rester sur le droit chemin. Mais on n'a pas toute cette chance. Alors j'espère que ben, ceux qui écouteront ça euh, iront, ils se reconnaîtront. Euh, Juste dans 3 minutes, la sonnerie va sonner parce que oui, je suis dans un lycée donc. T'inquiète pas. Euh, donc à ce moment-là, je couperai mon micro et je suppose qu'on reprendra juste après. J'ai le temps de quelques secondes. Ouais, pas de problème. Euh, Tout ce qu'il en est de mon expérience personnelle, je reviens où on était. Donc après avril, je me suis mis à beaucoup réfléchir à forcément trouver une solution. Essayer de trouver une solution, qu'est-ce qui se passe en moi. Et donc, tu voir un psy ou pas? Ou du coup, tes parents t'ont un peu, déchauffé? Non, je suis mon déchauffé. Je suis allé voir un psychologue Mmh. seulement en septembre. OK. Et, et donc, excuse-moi.
Juste. J'ai continué donc de me sentir mal comme ça et j'avais des pics anxieux à des moments aléatoires de la journée et du coup, je comprenais absolument pas, ce qui se passait. Je me disais: «Mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je me sens mal? Pourquoi j'ai envie de pleurer?» Hmm. Je comprenais rien. Et que Puis, t'avais quoi comme symptôme, à part ce sentiment de se sentir mal, pour aucune raison? mmh, les pensées qui reviennent tout le temps. Ouais. Ça, Des c'est pensées en vrai, invasives. ouais, beaucoup. C'est le symptôme qui reste, le plus. Ça va sonner donc juste je me mute parce que j'ai pas envie d'avoir le son dans ton podcast, ça va t'embêter. Mais t'inquiète, c'est que je peux monter hein, le podcast. J'enlèverai juste cette partie, y a pas de problème, hein. Ouais. Ouais, bah, juste je dis rien je dis rien d'important là. Parce qu'en fait, comme j'ai été élu, au CVL de l'établissement, c'est-à-dire, les, délégués des lycées, de tous les lycéens, Hmm. j'ai accès à une salle privée, en gros. C'est cool ça. Ouais. Donc là, tu la sonnerie, ouais, et je suis dans cette salle, et là, pendant 3 heures, j'ai rien et j'ai cours que dans 3 heures, en fait. Jusqu'à 18 heures, après, j'ai cours, 2 heures. C'est parce que, je fais un atelier justement pour préparer mon concours. Bon, la sonnerie, elle est Ok, passée, du coup. Voilà. super, je te laisse Euh, continuer. je reviens où j'en étais. Donc là, on est en avril-mai 2024 et je vis cette désillusion dans ma tête, cette confusion permanente. Et donc ma copine, à l'époque, j'essaie de lui expliquer. De base, je voulais lui cacher parce que je Hmm. savais quelque part que c'était dû à elle. Donc je pouvais pas lui en parler. En Hmm. fait, si tu veux, je me voilais la face. Genre, je refusais, je me plignais des murs alors qu'il y avait un éléphant dans la pièce. C'est ça. Ouais, Et je me suis très longtemps voilé la face, donc je me refusais de lui en parler. Normalement, même si je lui en parlais, je lui disais pas tout. Et donc, à un moment, elle essayait de m'aider, parce que quelque part, elle m'aimait quand même un petit peu. Et donc, elle essayait de m'aider, de me conseiller, de me réconforter dès que j'en avais besoin. donc t'es rentré dans une dynamique de réassurance. Ouais, c'est ça. Et donc, ça m'a aidé beaucoup, court terme. Elle me disait, oui, dès que tu as besoin, tu m'appelles et tout, dès que je t'en mal, mais ça, tout le monde te le dit, mais après, ça Hmm. se répète tous les jours, plusieurs fois par jour, Ouais, pendant des heures, c'était pas possible, en fait. Et ouais, même tu peux pas elle, faire ça. Mais surtout que surtout que c'est une mauvaise idée. C'est que ça va pas t'aider de faire ça. Rentrer dans un cycle de réassurance, ça va qu'empirer ton trouble anxieux. elle me rend dépendant encore plus. Et même elle, émotionnellement, elle n'était pas stable pour pouvoir apporter un réel support. Voilà, mais ça aussi. Voilà, et ça, j'en avais conscience, pour ça je me refusais beaucoup de lui en parler, même si à un moment, j'ai fini par le faire, et ça m'aidait beaucoup. J'avais le sentiment qu'elle m'aidait en tout cas. Euh, En fait, tu avais le Jusqu'au jour, sentiment que tu te sentais mieux au court terme. c'est ça. C'est ça le sentiment que tu avais. J'avais un relan d'espoir, etc. Parce que je me disais vraiment dans ma tête à ce moment-là, oh mais non, mais ça y est, je vais avoir une maladie, je sais pas ce que je vais, peu importe ce que je fais, je vais pas mieux, ça m'améliore pas en fait. Et donc, En fait, mais là, tu te rentres, et ça, c'est un truc qui se passe souvent au début des troubles anxieux, c'est que tu as commencé à osciller dans un cycle d'espoir et désespoir. Et espoir et peur. Ta vie, elle était entre l'espoir et la peur, tu vois. Elle mm, n'était pas dans un état stable de les choses sont comme elles sont, elles passent, elles viennent, elles passent, elles passent. C'était l'espoir que ça aille mieux ou le désespoir que ça reste. Mais du coup, dans les deux cas, il y a ce renforcement de j'ai ce trouble, j'ai cette chose que j'ai et ça me définit, tu vois. ouais, c'est ça. Et donc je me comparais beaucoup aux autres, je me disais, ça faisait un peu partie de mon identité. Sauf que à l'époque, je connaissais pas mal de personnes qui étaient un peu, qui s'enfermaient justement dans leur trouble et qui en faisaient leur identité. C'est un truc très dangereux pour ta génération, ça. Ouais. Via TikTok et tout, dans mes commentaires, j'en ai, hein, des gens qui, pour avoir de l'attention, ils ont remarqué que ça soit exagéré ou même pas exagéré leur trouble, le fait
de vraiment se revendiquer comme quelqu'un avec un trouble et d'en faire leur identité, ça leur permet d'avoir des gens qui vont leur parler. Donc tu vas voir dans mes commentaires, toi, des fois, tu as des gens qui disent, «Ouais, moi j'ai ça, 3 petits points, venez en parler en DM», par exemple. Donc c'est une façon pour eux de se faire des amis, tu vois? Donc ça peut être tentant de faire ça. Il y a une forte tentation de le faire, mais en faisant ça, tu t'enfermes, en fait. Ces gens-là, s'enferment dans leurs troubles et ils vont dans la direction inverse que celle de la guérison, tout simplement. J'ai toujours vu ça un peu comme j'ai l'impression que c'est de la complaisance même, des fois. Ouais. Des fois, il y en a, ils ont pas. En fait, ouais, tu t'es attaché au peu de positif que ça t'apporte parce que comme tout mécanisme nécessaire, que ça soit de la réassurance, de la recherche sur internet, ou de la complainte, tout ça, tous ces mécanismes, on les fait parce qu'il y a un côté positif, il y a une récompense positive et en fait, guérir, c'est comprendre qu'il faut abandonner ce côté positif, tu vois? Et c'est ça qui est pas facile quand tu guéris, tu vois? C'est ça qui est pas facile. Ouais, tout à fait. Ah, fait une note nice, je suis. T'inquiète, Tu j'entends l'entends pas, là? en fait. J'entends Ah, pas. Non, moi, j'entends pas. parfait. Parfait alors. Du coup, ouais, une forme de ça, de complaisance justement et de s'identifier qu'à ça. Et moi, j'avais peur de rentrer dans ce schéma-là. Et donc, pour revenir à la petite histoire, je me rattachais au peu de réassurance qu'elle m'apportait quand elle était capable de le faire. Et toujours en étant en dépendance affective totale d'elle. Et un jour, j'ai fait une grosse crise d'angoisse en étant chez elle. Mmh. Je sais pas pourquoi, mais énorme. Ça ne pouvait pas s'arrêter en fait. Et je versais des larmes sur des larmes, j'en pouvais plus. Et au final, elle a fini par s'énerver contre moi, par me faire la gueule. Mmh. Dire ouais, non mais peu importe ce que je fais, je sais pas, tu te mets à pleurer. Une sorte de frustration. Et ouais, c'est pas vraiment, Est-ce que vraiment, tu penses moi, j'en sais pas assez pour le dire, mais est-ce que tu as des suspicions qu'elle avait un trouble de personnalité narcissique? je pense un peu. Je pense Est-ce plein de choses. que je vais te poser des questions, tu vas me dire. Est-ce qu'elle était, bah, individualiste déjà, premier truc? Est-ce qu'elle avait une forme d'individualisme? Oui. Je pense que Oui, ça, très c'est clairement, assez oui. clair. Est-ce qu'elle avait une forme, hem, une espèce d'obsession pour ce qu'on appelle, je sais pas comment on appelle ça, j'ai oublié le nom. Mais en gros, il y a 3 choses pour lesquelles les narcissiques ont une obsession. C'est le plaisir, le pouvoir et le statut. Donc, c'est des gens qui vont être très dans leur centre d'intérêt, dans ce qu'ils vont vouloir faire. Ils vont être, beaucoup orientés sur, expérimenter des plaisirs. Ils vont avoir une obsession pour tout ce qui est le statut social, tu vois des choses et ils vont parfois aussi être même très matérialistes, tu vois? Des trucs comme ça. Euh, le plaisir et le fait de vouloir être vu. Ouais. Mmh. Ouais. Toujours chercher à attirer l'attention. Et Ouais. le plaisir au centre de sa vie. Si on devait parler d'une philosophie, elle se fait clairement hédoniste, Hédoniste. Ouais, plus. d'accord et troisième truc, est-ce que, comment dire ça? Est-ce qu'elle avait une arrogance, soit somatique, c'est-à-dire par rapport à son physique ou son statut, soit intellectuelle et cérébrale, donc en gros, une arrogance plutôt intellectuelle ou morale, parfois même, de se penser moralement ou intellectuellement supérieur aux autres et en fait, avec une arrogance un peu bizarre parce que cette arrogance, tu sentais qu'elle était parfois très haute et Ouais. parfois elle était très, Parfois très très basse basse. et elle se dévalorisait, Oui. de façon exagérée. Oui, bah, je... oui, en fait, oui, absolument. Une arrogance intellectuelle très forte. Très forte. Mmh. Elle pensait tout savoir. Elle pensait qu'elle n'avait pas besoin de voir de psy, par exemple. Que, Ouais, voilà, c'est souvent ce qui se euh, passe. Elle savait qu'elle était au-dessus et qu'on était tous très cons Mmh. par rapport à elle. Voilà, Et voilà et donc ouais, elle a
là, clairement, les gros signes de quelqu'un avec un trouble de personnalité narcissique. Après, tu as différents types de troubles narcissiques, tu vois. Est-ce qu'elle avait des hautes compétences de socialisation? Est-ce qu'elle était très forte pour socialiser? Est-ce qu'elle avait beaucoup d'amis? Est-ce que les gens la connaissaient? Est-ce qu'elle était populaire? Euh, Pas populaire, pas forcément rester quand même dans sa zone de confort, mais elle savait très bien se débrouiller socialement. Juste, D'accord, OK, elle n'en prenait pas la peine. OK. Mais Mmh. maintenant qu'elle est toujours dans mon lycée, je le vois bien. Et même quand je l'ai Mmh. rencontrée. Quand je l'ai rencontrée, en fait, elle est arrivée au lycée vraiment en cours d'année. Et très très rapidement, c'était l'amie de tout le monde. Ouais, OK. Ouais, bah, clairement, je pense que après c'est pas à moi de Ouais, diagnostiquer bien comme sûr. ça, mais oui, on est sur les gros, ces 3 aspects que j'ai répétés pour ceux qui nous écoutent, c'est les gros indicateurs de quelqu'un qui a ce qu'on appelle un trouble de personnalité narcissique. Donc le narcissisme, c'est quoi? Tout le monde a des traits narcissiques. C'est juste qu'on parle de Oui. trouble de personnalité narcissique quand ça impacte de façon notable sa vie sociale, sa vie personnelle ou sa vie professionnelle, tu vois? Donc toi, on est clairement sur, et ça quand on dit ça a un impact, c'est sur soi et les autres, d'accord? Et donc clairement, si elle a causé autant de souffrance chez son copain, comme elle l'a fait, on peut clairement assumer qu'elle a un trouble de personnalité narcissique. Le narcissisme, c'est quoi? C'est qu'en fait, en étant jeune, donc pendant son enfance, elle a soit été très dévalorisée, soit survalorisée et après, elle a eu une piqûre de rappel de la vraie vie et donc ces gens-là, en fait, pour, hem, c'est un moyen de survie, en fait, qu'ils ont développé, pour, en fait, se réassurer et en fait, se sauver un peu leur psyché, tu vois? De l'idée qu'ils ne valent rien et qu'ils ne valent rien, en fait, ils vont surcompenser avec cette, arrogance, soit somatique, soit cérébrale, soit les 2, pour pouvoir, en fait, continuer d'exister, tu vois? C'est vraiment il faut comprendre d'où ça vient, tu vois? Et il y a un truc à comprendre. Le truc que tu peux pas comprendre, par contre, c'est du coup, cette, arrogance cérébrale, dès qu'elle est ne serait-ce qu'un tout petit peu, contrariée, tu vois? Ainsi que on parlait des 3 obsessions, plaisir, pouvoir, succès. Si une personne contrarie soit le plaisir, soit le pouvoir, soit le succès, cette personne-là ou sa capacité à l'atteindre, heu, tu peux remarquer des réactions très agressives de la personne. Donc Ah quand toi oui. tu disais qu'elle t'a beaucoup crié dessus, c'est parce que tu portais atteinte à soit son envie d'obtenir du plaisir, du pouvoir et le succès, tu vois? Soit tu portes atteinte à son arrogance, qu'elle soit cérébrale ou somatique, tu vois? La pire chose que tu peux faire avec un narcissique, c'est soit lui dire qu'elle a tort, se dire que tu es pas d'accord et là vraiment tu vas avoir une réponse très violente. Le pire truc, c'est de lui dire qu'il faudrait qu'elle change, tu vois? Qu'elle travaille sur elle-même. Donc tous les narcissiques vont considérer le développement personnel comme quelque chose de toxique, de quelque chose de très néfaste, tu vois? Et autrement aussi, c'est quand tu et ça peut paraître très bizarre en fait, quand tu sais pas de quoi tu parles. C'est quand tu vas porter atteinte d'une façon directe ou même un peu farfelue et un peu tirée par les cheveux, dès que tu vas porter atteinte à leur capacité d'atteindre le plaisir, le pouvoir ou le succès. Donc ça peut être les empêcher, d'obtenir un plaisir direct, tu vois? Ça peut être les empêcher, ou porter atteinte à leur statut social, par exemple, tu vois? Toutes ces choses-là et tu vas remarquer une réponse très agressive de leur part, tu vois? Donc ça, c'est une autre façon, de détecter des narcissiques et de voir comment ils peuvent t'atteindre, tu vois? Ouais. Donc oui, je Bah, pense que tu as maintenant, clairement une relation avec quelqu'un qui avait un problème de narcissisme. maintenant que t'en parles, ouais, je reconnais totalement la situation que j'ai vécue. Mais donc, pour en revenir, j'avance dans l'histoire. Là, on est en début juillet, fin juin, début juillet. Elle part faire ce qu'on appelle le SNU. Mmh. Alors, pour ceux qui savent pas, le SNU, c'est le service national universel. C'est une sorte de mini service militaire de 12 jours, c'est un peu plus un camp de vacances qu'un service militaire. Mais c'est présenté comme tel. Donc là-dedans, Ouais, on va être avec des jeunes inconnus, on va faire des activités, etc., etc. Et moi, je l'avais fait l'an dernier. Et là, elle le faisait pareil, tout pareil en juillet. Et donc, elle est très contente de partir. Je suis content qu'elle s'en aille, même si moi, ben, ça me provoquait du manque.
parce que là-bas, Mmh. on n'a pas accès au téléphone, en fait. Ouais, c'est cool ça. Ouais, c'est plutôt bien. C'est une bonne expérience. Et donc, elle s'en va. Puis on s'appelle tous les soirs à 20h30. Le, le premier soir, elle m'appelle. Elle me dit, donc, elle est très, très enjouée de m'avoir au téléphone. Elle me dit, oh, j'ai fait ça se passe comme ça, je suis ici. Et j'ai socialisé avec plein de personnes, hyper contente. Donc moi, je suis très satisfait. Ça me réchauffe le cœur. Ouais. Puis, elle me rappelle un autre soir. Et elle me rappelle un autre soir. Et là, c'est plus du tout le même ton le lendemain. C'est très sec, très cassant, très. J'ai dû perdre du temps en fait. Et j'ai pas envie de te parler. Ça, c'est très, 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 néfaste pour le cerveau. Pour toutes vos relations, que ce soit des relations romantiques ou amicales, éloignez-vous des gens qui ont des sauts d'humeur, qui ont des humeurs changeantes. C'est très, très mauvais pour vous et ça nourrit votre angoisse. Parce que vous comprendrez pas, en fait. Tu comprends pas pourquoi une personne peut être, super de bonne humeur un jour et vachement moody de l'autre. Donc moi, c'est un choix que j'ai dû faire, malheureusement, de m'éloigner de personnes, après leur avoir dit de prendre en charge leurs troubles d'humeur. J'ai dû m'éloigner des gens comme ça parce que c'est chiant, quoi. En fait, ça te crée une anxiété, tu te dis: «Mais comment elle va être aujourd'hui la personne? Est-ce qu'elle va être bien? Est-ce qu'elle va être de mauvaise Hein. humeur? Est-ce qu'elle va me kiffer? Est-ce qu'elle va me détester?» tu vois? Ouais, elle Donc était ces comme ça. gens-là, tu vois, les gens qui écoutent ce podcast, généralement, ça vous concerne pas parce que vous prenez en charge justement votre guérison, sinon vous écouterez pas ce podcast. Mais ceux qui prennent pas en charge leur guérison, ils le font pour se conforter dans leur choix et pas prendre en charge leur guérison. Ils vont blâmer les autres autant qu'ils le peuvent sur les effets négatifs. D'accord? Donc tout ce qui va être les effets négatifs, la souffrance qui est causée par leurs troubles, ils vont dire: «C'est à cause de lui, c'est à cause de ça. Là, je me sens mal, ah bah, c'est à cause de cette personne-là». D'accord? C'est pas moi qui suis responsable de ma guérison, c'est les autres qui causent ces problèmes-là, tu vois? Et donc du coup, ça peut se traduire justement, qu'elle soit bien ou mal, tu vois? Même si la personne, tu sens elle a une très haute humeur qui peut te faire du bien, tu vois? Si tu sens qu'il y a d'autres fois où c'est l'inverse, tu vois? Et que c'est vraiment une grosse différence entre les 2, faut faire attention avec ces gens-là. Il faut prendre ses distances, en tout cas émotionnellement, quoi. Pour ma part, pour mon histoire, j'avais vraiment le sentiment de marcher sur des œufs en fait. Qu'à tout C'est moment, ça. elle pouvait changer d'humeur. Et chaque matin, je la rejoignais avant les cours. On faisait la route et on se faisait un câlin. On se serrait dans les bras et euh, pour prévoir, parce que ça me faisait vraiment peur de savoir comment elle allait être, car ça pouvait durer des journées, des semaines où elle était, enfin des semaines, j'exagère, mais toute une semaine où elle va être de très mauvaise humeur, cassante, froide, inaffectueuse. Puis la semaine d'après, normal. Je parlais avec plusieurs personnes, j'avais l'impression. Et donc chaque matin, au Mmh. moment de faire ce câlin, j'essayais de mesurer la pression Ouais. qu'elle mettait pour voir Mmh. si ouais aujourd'hui, ok, aujourd'hui je vais pouvoir être moi-même ou pas en fait. Non. Ou si Ouais. aujourd'hui non, je vais être en disette affective et donc je dois me retenir. Et Mmh. c'est et donc elle est à son SNU et chaque jour donc je la rappelle et chaque jour c'est pire. OK. Et à chaque fois je suis là au téléphone, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu me parles comme ça? Je sais même en fait je savais même plus me défendre, j'avais plus de d'ego. Je- Mmh. J'avais plus d'amour propre, j'avais plus rien, je savais même pas être une personne à part entière et je me faisais juste marcher dessus quoi. Et elle me dit des choses du style ouais tu me manques pas plus que ça ou ouais j'ai pas forcément je perds mon temps à t'appeler à me dire bref que des choses que des dingueries en fait. On devrait pas dire. Des choses qu'on devrait dire Des à choses personne, je très trouve. malicieuses. Voilà, c'est ça. Et toujours avec un ton un peu arrogant, un peu ouais, non mais moi, d'accord? Et arrive un jour, au neuvième jour de son SNU, donc ça dure 12 jours, où on s'appelle et elle me parle hyper mal et moi je sais pas le réagir, je suis vraiment je suis son chien, je suis sa possession à ce stade. Mentalement,
Mentalement, je pouvais plus prendre de décision par moi-même. Et j'avais le téléphone en haut-parleur et c'est ma mère qui a entendu l'appel en passant, Mmh. qui s'est arrêtée, qui m'a dit: «Ilyes, on passe à table». Parce que alors qu'on passait pas à table. Et du OK. coup, elle m'a fait raccrocher. Je la regarde, elle me dit: «Mais comment, qu'est-ce qui se passe?» Et juste, là, je fonds en larmes et à partir de là, j'ai elle a commencé à me raisonner pendant des heures. Il a fallu des heures, des heures et des heures et des heures et des heures pour me raisonner Mmh. et enfin me faire comprendre que, bah, non, en fait, ça va pas et que je suis totalement utilisé. Donc j'ai fini par le comprendre. Mmh. Quand elle est revenue du SNU, je suis allé la voir comme prévu. Sauf que, bah, j'ai récupéré mes affaires et Mmh. je lui ai dit, que j'avais besoin de distance et je suis parti. Je suis rentré chez moi et je lui ai Voilà. dit juste que j'avais besoin de distance. Je lui ai dit que c'était pas bien et elle essayait de m'influencer. Elle me dit: «Ah non, mais reste, on peut régler ça en discutant» et cetera, comme elle l'avait fait, en avril. Sauf que, c'est pas 2 fois Ouais. et j'ai eu de la chance, c'est que, je partais, 4 jours plus tard, je partais en vacances, chez ma famille en Tunisie, car je suis franco-tunisien, donc j'ai une partie de ma famille qui est là-bas et D'accord. je revenais les voir. Donc pendant ces 2 semaines, bah, je suis pas sur mon téléphone, tu sais bien, hem et donc petit à petit, bah, je l'ai, bloqué de partout. Juste et Super. ça j'ai fait ça et je me suis pris en charge, je me suis entouré, j'en ai beaucoup parlé et ça m'a aidé à aller mieux. J'étais très angoissé du fait de la revoir à la rentrée parce que, bah, c'est compliqué. Car on est dans le même Mmh. établissement, on se croise tous les jours. Mmh. Voilà. Mais une fois que c'est passé, la rentrée, je me sentais mieux. J'ai réussi même à bloquer ces doubles comptes, car elle continuait de, regarder ma vie avec des doubles comptes. Mmh. C'est ça le problème avec les narcissiques, c'est que et la raison pour laquelle il faut les identifier le plus tôt possible, c'est que le pire truc que tu peux faire à leur arrogance cérébrale, c'est leur faire comprendre que tu peux très bien vivre sans eux. Et c'est là où ils vont avoir le plus envie de toi et c'est là où ils peuvent être très violents et agressifs. Donc bah, le pire des cas, tu vois, c'est quand c'est un mec, tu vois? Quand c'est un Mmh. mec qui a un pouvoir physique sur la personne, qui peut être très violent. Ça peut très mal se finir, tu vois? C'est pour ça qu'il faut le plus tôt possible, comme tu fais. En fait, tu as vraiment réagi parfaitement, Elias, hein. Franchement, bravo parce que j'imagine à quel point ça a dû être difficile. Mais non, tu as pris que quelques mois, hein, pour t'en rendre compte. Tu sais qu'il y a des gens qui restent dans des relations comme ça pendant des années entières, Ouais, ça me fait pendant de la vraiment peine. des années entières, pendant des vies entières, des fois. Moi, je connais des C'est vrai. personnes âgées qui sont, encore en couple avec une personne comme ça, tu vois? Et c'est trop tard, ils ont fait toute leur vie avec, c'est comme ça, tu vois? Ouais. Donc, en termes de confiance en toi, tu as toutes les raisons d'en avoir parce que, il y a eu un moment où tu as un switch, il y a un interrupteur qui s'est activé dans ton cerveau et tu as récupéré instantanément ton amour-propre, tu vois? Et tu pas fait du tâtonnage, tu es allé tu allé chez elle, tu as pris tes affaires, tu t'es cassé, quoi. Tu pas Tout à fait. fait, un peu de chantage pour dire: «Si tu changes pas, je pars». Tu as juste dit: «Je pars», quoi. Tu as pris Ouais. ta décision et franchement, tu peux vraiment, vraiment, vraiment être fier de toi pour ça. C'est super ce que tu as fait. Genre, bravo et c'est exactement pour tous ceux qui nous écoutent, c'est ça qu'il faut faire. Aussi dure soit-elle, cette expérience de devoir, couper les choses, c'est ça qu'il faut faire. Le blocage de compte, c'est pareil. Empêcher à cette personne toute façon de te contacter. Ça m'a Mais du coup, à toi de me dire la suite. À toi de me dire la ouais, suite, du coup, de qu'est-ce qui s'est bah, ça passé à la rentrée? hem, déjà, en rentrant de vacances en rentrant de vacances, elle m'a contacté, avec un autre numéro, pile le en fait, je vais faire une supposition, mais c'est qu'elle savait quel jour exactement je rentrais des vacances, quel soir. Il y a moyen, Alors hein. Il y a moyen, hein. Il y a vraiment et moyen. le truc, c'est que, dans les dates, je me suis trompé, on s'était trompé et en fait, je rentrais un jour plus tôt.
Exact, Mmh. même le jour, l'horaire. Je rentrais, j'étais Mmh. censé être chez moi à 23h. Je sais plus, début août, ouais, j'étais censé être chez moi à 23h le 3 août. Bah, j'ai été chez moi à 23h le 2. Et donc, je rentre le soir à 23h le 2, je fais ma vie, et cetera. Puis le lendemain, le soir, à 23h le 3, il y a un numéro qui m'envoie des messages et qui me harcèle OK. d'une trentaine de messages en l'espace de 6 minutes. En l'espace de 6 minutes, je reçois 33 messages qui me dit, il donc 6 minutes, 33 messages qui me disent: «Yes, tu me manques, s'il te plaît, je regrette, je suis vraiment désolé. Sans toi, j'arrive plus à vivre, j'arrive plus à rien apprécier à part quand je bois», parce que c'est une fille qui aimait bien la gratification instantanée, que ce soit dans les plaisirs, charnels, dans l'alcool ou dans le fait de fumer. Elle fumait beaucoup, des cigarettes. Mmh. Bref. Et donc, elle me dit des trucs comme ça et je reçois 30 messages: «S'il te plaît, reviens, je regrette tellement. Tu imagines pas à quel point je regrette, c'est injuste, et cetera, blablabla». Moi, je vois ça, je réponds pas. Oui, mais ça me Tu raison. donc juste j'ai pas répondu, j'ai effacé la conversation, j'ai mis ça m'a un peu choqué, mais j'ai fait: «D'accord». Bah, évidemment, évidemment, évidemment. En fait, la technique, pour se séparer des parents narcissiques, c'est de tanker, même s'ils prennent un mois à faire que vous envoyer des messages, envoyer des messages, envoyer des messages, juste lui faire comprendre. À un moment, elle va comprendre si tu lui réponds vraiment jamais. Même pas une petite réponse. Il suffit d'une petite réponse et ça la relance pendant des mois, tu vois? De vraiment lui faire comprendre que tu existes plus, tu vois? Que tu répondras jamais. Le jour où elle comprend que tu existes pas et que tu répondras jamais, tu vois? Elle trouverait une autre victime, malheureusement. En fait, c'est son intention, elle va se trouver une autre victime. Après tout ça, tu vois, ça par rapport aux messages que tu as reçus, tu vois, qui peuvent, réveiller, bah, de la compassion en toi, tu vois? Ça éveille la question de: «Est-ce qu'il faut guérir les gens qui ont un trouble de personnalité narcissique?» Et la réponse, c'est oui, évidemment. Les gens qui ont un trouble de personnalité narcissique, c'est pas eux qui décident, tu vois? C'est un trouble qui leur tombait dessus par rapport à leur trauma et cetera. Mais il y a une personne qui ne peut pas être impliquée dans le processus de guérison, c'est leur ancienne victime. Mmh. C'est toutes leurs victimes, en fait, s'ils en ont eu plusieurs. Et en fait, toute implication que tu pourrais avoir dans le processus de guérison, que ça soit de loin ou de près, tu vois, hem, sera néfaste, en fait, pour elle, tu vois? Et elle, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'elle aille voir un psy. C'est qu'elle aille voir un psy, qu'elle se fasse diagnostiquer de son trouble de personnalité narcissique. Parce que ça peut paraître bizarre, hein, mais il y a des narcissiques, tu vois? Malheureusement, le trouble en lui-même empêche ça, tu vois? Mais il y a des narcissiques qui savent très bien qu'ils ont un trouble de personnalité narcissique. J'avais fait une série de vidéos sur ça. Dans les commentaires, il y avait des gens qui disaient: «Bah, je suis comme ça, je suis diagnostiqué, trouble de personnalité narcissique et donc je suis suivi pour ça». Et il y a des méthodes, tu vois, de guérison de tout ça. Tu vois? Où tu traites le problème à la source et cetera, tu vois? Heu et donc tu peux parfaitement, alors que tu es né avec un trouble de personnalité narcissique, t'en défaire, tu vois? Mais malheureusement, c'est rare de par, l'arrogance cérébrale que à l'essence du problème, tu vois? Mais toi, malheureusement, oui, tu peux être confronté à cette tentation d'aider cette personne-là, tu vois? Parce que tu m'as l'air d'être quelqu'un de profondément, bon. Toi, Eliel, j'ai l'impression que tes parents aussi sont des parents très sains et donc bah, tu as eu l'éducation qui a fait que tu es devenu quelqu'un de bon. Donc tu peux être tenté d'aider cette personne-là, tu vois? Mais il faut comprendre que malheureusement, ce n'est pas de ton ressort et que toute intervention de ta part sera contre-productive, à la fois pour toi, mais surtout pour elle. C'est vrai qu'en plus, tu vois, j'ai beaucoup de fois, j'ai hésité, je me suis dit: «Non», j'avais envie de répondre, de jeter rien qu'un petit signal ou quoi, Ouais, c'est tentant. mais c'est très, très tentant, mais je l'ai jamais fait. Bien joué. Hem, mais donc depuis la rentrée, moi j'ai de la chance et je suis dans aucune de ces classes. Ça, c'est ce que je OK. craignais le plus. Ouais. Et depuis la rentrée, Après, tu sais, pendant tu aurais pu, faire une demande si pour des gens qui sont dans une situation comme la tienne, oui, je l'aurais fait, oui. c'est peut ouais, tu peux demander, de ne pas être avec cette personne-là, pour ces raisons-là, tu vois? Après, le truc, c'est que c'est encore, il y a justement des méthodes,
spécifiquement créés pour vous armer contre les pervers narcissiques, justement. Parce que, en fait, quand tu as compris la nature d'un pervers narcissique, tu vois? Quand la pervers narcissique sait que tu as compris, tu vois? C'est très dangereux de rentrer dans une dynamique de parole contre parole, où Ouais, toi, tu vas dire que c'est une pervers narcissique, ce qui peut être très tendant, tu vois? Et donc elle va dire l'inverse. Sauf qu'il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que en étant une pervers narcissique, elle a eu toute une vie pour acquérir une maîtrise totale sur sur ses compétences sociales, tu vois? Soit des compétences sociales, soit des compétences de manipulation sociale. Parce que certains pervers narcissiques n'ont pas de compétences sociales, tu vois? Et donc, tu te mets dans un peu dans un combat où tu es pas favori, quoi, tu vois? Et donc, il y a des méthodes, tu vois? Moi, je vous conseille de vous renseigner sur le docteur Ramani. C'est une spécialiste américaine dans le milieu qui a créé des méthodes, par rapport à ça, notamment, tu sais, juridiques. Parce que toi, tu vois, tu es encore au lycée, mais imagine, tu aurais été, père d'une enfant avec cette fille-là, tu vois? Pour la garde des enfants, tu vois? Il y a un c'est truc compliqué, oui. juridique qui peut arriver et donc, tu vois? Donc tu comprends en quoi c'est mieux que Ouais, ça soit c'est arrivé maintenant, plutôt que plus tard. Et ouais, parce que moi, maintenant, tu es vacciné à vie des bien pervers sûr. narcissiques. Mais du coup, ouais, il y a des méthodes parce que rentrer dans une discussion parole contre parole, ça va te désavantager toi, tu vois? Moi, j'ai eu malheureusement une histoire avec un pervers narcissique. C'était pas un pervers narcissique, moi, c'était ce qu'on appelle un narcissique vulnérable. Donc c'est un narcissique qui n'a pas de compétences sociales, mais qui a tout le reste. Donc arrogance cérébrale, obsession avec le plaisir, le pouvoir et le succès, agressivité, quand, ses plaisirs sont contrariés et cetera, tu vois? Ces 3 trucs sont contrariés et il y en avait un groupe de potes, tu vois, en commun et donc au début, j'étais très tenté de juste dévoiler qui cette personne était à beaucoup de gens, tu vois? Ouais, ouais, Mais c'est sûr. en me renseignant, je me suis rendu compte que en fait, ça aurait fait parole contre parole et de la même façon que cette personne m'avait dupé, moi, pendant des années et bah, c'était sûr qu'elle allait duper les autres, encore, tu vois? Et Ouais, tu en es puisque, perdu. bah, cette personne-là elle a une très forte capacité de victimisation. Les narcissiques vulnérables, eux, ils ont une forte capacité à la victimisation. Alors que les autres types de pervers narcissiques comme le tien, ça va plutôt être une capacité de convaincre les gens, de manipuler un peu la pression sociale et tout ça pour, mettre les gens de son côté, tu vois? Et même si ça ne met pas les gens de ce côté, ils vont tomber, ils vont prendre avec toi, tu vois? Ils ont vraiment OK, rien à perdre dans cette situation-là. OK. Donc pareil, tu vois? L'idée, c'est toujours prendre ses distances, tu vois? Prendre ses distances et résister à cette tentation de dire à tout le monde que cette personne est un problème, tu vois? Ça demande énormément de lâcher prise, tu vois? Énormément de lâcher prise. C'est beaucoup plus facile quand tu es un homme, parce que tu vois, moi, cette personne-là, étant un homme, je lui ai mis un petit coup de pression, tu vois? Je lui ai mis un Ouais, petit c'est coup de sûr, ouais. pression. Je lui ai dit: «Par contre, tu essaies encore d'impacter ma vie, tu vas le payer très cher», tu vois? Et je lui ai expliqué comment, je pouvais impacter sa vie et donc cette personne a arrêté, tu vois? Ou en tout cas, si elle le fait, je pense qu'elle mène encore une campagne de dénigrement Mais ça se voit social de pas. façon publique, mais voilà, j'ai confiance aussi en mes potes, tu vois, de ce groupe de potes communs, qu'ils vont pas, tomber dans ce truc-là, tu vois? Mmh. Et donc mais ça demandait beaucoup de travail de ma part, tu vois? Parce que toi, tu as des preuves au bout d'un moment, tu vois? Tu as tous les messages qu'elle t'a envoyés, tu vois? Tu as des preuves. Donc tu te dis: «J'ai des preuves, donc je peux montrer aux gens». Mais et avec ces preuves-là, les gens, vraiment, ils seront convaincus que j'ai raison et que c'est cette personne le problème, tu vois? Mais il faut jamais sous-estimer la capacité, d'un Ouais. narcissique de trouver des méthodes de manipulation et de victimisation et tout ça. Donc vraiment, hein, si tu as encore cette tentation parfois, résiste-y, lâche prise, prends soin de Mmh. toi, tu vois? Ne sois pas non plus dans une dynamique de némésis avec cette personne-là. Si elle est là, tu lui dis bonjour vite fait, tu vois? Faut vraiment rentrer dans une neutralité plutôt qu'une rivalité, tu vois? Mmh. Non, j'ai plus, ça du tout. Mmh et en fait, j'ai très vite compris que ça servait à rien. C'est une perte d'énergie justement de vouloir, dire au monde entier que, c'est une mauvaise personne, qu'elle avait fait ça et cetera. Parce que je me suis dit que j'avais rien à prouver et surtout parce qu'auparavant, dans mon collège, j'ai eu un ami, à peu près comme, ce que tu as décrit là et Mmh.
et j'étais dans cette dynamique de némésis-là et un détail de l'histoire que j'ai, pas trouvé nécessaire de raconter, c'est que donc j'avais ce pote-là avec qui s'est passé une situation comme la tienne, donc on réexplique pas et on a totalement arrêté de se parler parce que, bah, c'est, Mmh. son père qui l'a demandé après que moi je lui ai mis un coup de pression, justement. Et ce D'accord. garçon-là, il s'est retrouvé dans la même classe que ma copine et moi l'an dernier. Mmh. Donc tu vois, le triangle, arriver Ouais. et il s'est mis en classe de spécialité, donc de philosophie et cetera où j'étais pas avec elle, à lui parler de plus en plus Ouais, ils et sont très cetera. vindicatifs. Les narcissiques vulnérables sont très vindicatifs. Donc Et ils vont utiliser les informations que tu leur as données, tu vois, contre toi. mmh et donc Donc c'est ce qu'elle fait. quand je disais tout à l'heure que j'ai eu des preuves que, mon ex m'avait trompé, bah, c'est avec ce même mec. OK, ouais. Voilà. Donc Donc le l'histoire a bon le vraiment, le bon duo, quoi. ça c'est ça, ça bien ça. Ouais. L'histoire qui m'angoissait vraiment quotidiennement et bref, depuis la rentrée, elle essaie plusieurs fois d'attirer mon attention. Par exemple, des fois quand je la croisais, elle faisait des grands gestes, genre, pour, Mmh. que je la voie. Ou par exemple, Ouais. je rentrais de Perpignan, j'étais allé voir à Visa pour l'image en septembre. Je rentre OK. c'est une exposition, de photojournalisme et je rentre Ouais. et mon père, il me dit: «Oh Elias, tu as reçu un colis» et je vois, Mmh. un gros sac poubelle dans le salon et là, je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est?» Et j'ouvre et je vois des très vieilles affaires à moi, des trucs qui traînent, que j'ai pas ram que j'ai oublié en fait. Que tu Mais avais des vu chez trucs elle, vraiment ouais. c'est ça. Donc il y a vraiment, 2 paires de chaussettes, il y a une vieille affiche, il y a un vieux Donc tu t'en fous, carnet, quoi. ouais, des bouteilles de déo vides. Ouais, OK. Pourquoi elle les a? Bref, une tête de Mais en fait, le fait de t'envoyer le colis, c'était une méthode énième pour elle d'attirer ton attention. et il y avait un carnet, hem, il y avait un carnet tout au fond du sac parce que quand au début de la relation, on avait un carnet où tous les 2 on écrivait dedans, des fois et c'était intéressant, on se partageait des idées et cetera et elle l'avait gardé et là, elle me l'a rendu et donc j'ouvre le carnet et je regarde dans chaque page, il y a des, gribouillis ou des insultes dans chaque page Mmh. du carnet. Un carnet qui fait 160 pages. Ouais. Donc je lis 160 pages d'insultes Ouais. et au moment où je finis de lire ça, il y a des pages qui ont été arrachées et cetera, de souvenirs de moi SNU par exemple ou quoi. Au moment où je finis de lire ça, bah, je ferme le carnet en fait, ça a pas fait un déclic pour moi. Parce que j'ai fermé le carnet, je l'ai jeté et c'est seulement là Mmh. que j'ai bloqué ces doubles comptes qui me suivaient. Tu t'es Parce dit: «Voilà, que c'est trop, quoi». C'est même ouais, plus voilà, je drôle, suis c'est même plus, ouais, je me suis dit: «C'est trop, c'est grave» et après mmh. elle a essayé de faire des rumeurs sur moi et cetera. Elle a parlé à des potes qu'on avait en commun. Donc moi j'ai appris des trucs. Par exemple, j'ai, renoué contact avec, une fille qui à l'époque était ma meilleure amie, mais avec qui j'ai arrêté de Mmh. parler, j'ai fait choix d'arrêter de parler, enfin j'ai pas vraiment fait choix, mais j'ai arrêté de parler parce que j'étais avec, Lucie justement et qu'elle voulait pas que Ouais, j'ai classique. voilà. Bah oui, les Donc narcissiques veulent t'isoler, hein. Les narcissiques, ils veulent t'isoler, socialement pour pouvoir mieux te contrôler. j'ai renoué contact avec cette amie-là et là j'apprends d'elle, ce qu'il se dit sur moi. Et j'apprends que Mmh. cet été, alors que, bah, j'étais en Tunisie 2 semaines et que sinon, bah, je suis resté avec des potes, essayer d'aller mieux. J'ai eu 5 meufs. Ouais. 5, voilà. Il y avait plein de petites histoires comme ça, bref. Où par exemple, elle m'a pas rendu tout. Il y a un pull à moi qu'elle m'a pas rendu et qu'elle s'amuse à porter
Et donc un jour, je la vois avec ce pull. C'était vraiment, le week-end, le lundi, après le jour où j'ai reçu le colis. Et je la vois avec ce pull. Euh, Et je la vois à mon arrêt de bus. Parce qu'elle attendait sa meilleure amie, justement. hmm. Qui habite dans le même village que moi, c'est ma voisine. Et du coup, je la vois avec le pull. Là, j'enlève mon casque. Je lui dis, bon, par contre, tu vois, tu fais tes trucs, mais tu vas me rendre mon pull. Elle me dit non. Je lui dis, tu vas me rendre mon pull? Elle me dit, non, c'est pas comme ça que ça se passe. En plus, tu devrais être content, je t'ai déjà rendu des affaires. J'ai dit, bon, t'es rigolote, mais tu vas me rendre mon pull et des bouteilles de déo vide, c'est pas vraiment des affaires. Hmm. Elle me dit, non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Du coup, là, je suis là, et je me dis, ouais, bah, tiens, garde-le, hein. Et ben, je suis parti. Hmm. Du coup, elle a gardé mon pull. Ça m'a fait un peu chier, je t'avoue. Bah ouais, là, en fait, c'est exactement ce qu'elle voulait, que tu réagisses. En fait, ce qu'elle aurait encore plus voulu, ce serait que tu la touches physiquement pour récupérer ton pull, tu vois. Ils sont très forts pour trouver des moyens de te bloquer, tu vois. Et bah là, ce que tu peux faire, je sais pas, tu peux aller, si jamais tu veux vraiment récupérer ton pull, je sais pas, tu vas dans ton établissement, tu dis, bah voilà, on m'a pris mon pull, tu vois. S'il faut en arriver à des mesures comme ça. En fait, ce que ça va te vacciner d'un truc, euh, cette relation avec une pervers narcissique qui en plus parle sur toi et tu en as conscience. Je pense que c'est l'aspect le plus difficile à gérer. Moi, j'ai dû un peu gérer ça. Savoir que tu as quelqu'un qui est capable de mentir, mais capable des plus gros mensonges, tu vois. Genre, enfin, on est toujours étonné de voir à quel point, de voir Ouais, la portée des mensonges que c'est peuvent fou. porter des Ah, narcissiques, tu vois. Tu te dis, mais fuck. waouh, genre, putain. Mais devant tes yeux, tu vois. Moi, cette personne-là, elle était capable de me mentir, de démentir ce qu'elle avait dit, de me rementir après, tu vois. Donc, dans l'espace de 5 minutes, elle avait C'est fou. démenti, rementi, démenti et enfin, tu vois, tu en mode, mais OK, hein, C'est aucune fou. attache, tu vois, à la vérité, tu vois? Et donc, bah, tu vois, les gens comme ça, ils vont dire tout et n'importe quoi sur toi, tu vois? Et tu sais ça, tu sais qu'ils peuvent te dire n'importe quoi et c'est très, très dur à accepter ça, tu vois? Et malheureusement, moi, j'ai dû accepter ça, tu vois? Que, bah, peut-être qu'il y a des gens qui allaient, plus trop vouloir être potes avec moi parce que, ils vont malheureusement croire ce que cette personne va dire sur moi, tu vois? Mais en fait, j'y peux rien, tu vois? Et d'un autre côté, je me dis: «Bah, ça fait du tri, il y a que les vrais qui vont rester, Ouais. les vrais, ceux qui vont dire: "Mais tu dis de la merde", quoi», tu vois? Donc c'est comme ça, tu vois? Mais ça va surtout te vacciner à cette idée de, bah, je m'en fous qu'il y ait des gens qui m'aiment pas, tu vois? Et ça, Elias, dans ta vie, c'est tellement important, mais dans ta vie pour toujours, tu vois? Avoir cette capacité à accepter que des gens ne t'aiment pas, surtout que parce que c'est difficile parce qu'en tant que personne qui est bonne, une bonne personne, c'est dur parce que tu es en mode: «Mais attends, mais moi je suis une bonne personne, genre, justement, je fais des efforts tous les jours pour être une bonne personne», tu vois? Et là, on est en train de me niquer un peu mon travail et me dire que non, je suis une mauvaise personne, tu vois? Et bah, ouais, mais dans la vie, c'est comme ça, tu vois? Dans la vie, le mensonge fait partie de la vie. Des gens mentent et des gens croient ces gens-là qui mentent, tu vois? Mais en vérité, en vraie vérité, les gens qui comptent vraiment pour toi, tes vrais potes, les gens qui sont vraiment tes potes et qui tu vas vraiment avoir une vie avec, et bah, ils vont pas être affectés par ça, tu vois? Ça Ouais, va non. seulement si ça écarte des gens de ta vie, ça va seulement écarter des gens qui sont useless un peu. C'est genre des PNJ quoi, des Ouais. gens, qui étaient juste là parce qu'ils étaient là, mais qui peut-être étaient amis avec toi parce qu'ils avaient besoin d'amis, mais qui n'étaient pas vraiment amis avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Et Bref. donc c'est comme ça, tu vois? La vie, c'est comme ça. Des fois, ça se passe de façon qu'on n'aimerait pas, mais ça, c'est un truc, il va falloir que tu acceptes et je sais que c'est dur. Crois-moi, puisque j'ai fait il y a pas très longtemps, je sais que c'est dur, mais c'est comme ça. Il faut que tu acceptes que cette personne va continuer à mentir, mais s'il y a un truc qui est sûr, une loi de l'univers, c'est que la vérité finit toujours par éclater. Ça peut prendre des années, hein. Ça peut prendre des années. Ça se trouve, ça va être dans 2 ans que tout le monde va la voir pour qu'elle est vraiment, cette fille, tu vois? Mais je peux te garantir que sa meilleure amie là, ça va pas durer longtemps, hein. Ça va pas durer longtemps. Les narcissiques ne peuvent pas avoir de relation qui dure. Ils vont forcément avoir un moment où cette personne, même si c'est leur meilleure amie et qu'elle les utilise et qu'elle leur apporte beaucoup dans leur vie, ils peuvent pas résister en fait à la susceptibilité de leur arrogance cérébrale ou somatique, de leur besoin exagéré d'obtenir du plaisir, du pouvoir et du succès, tu vois?
Et donc forcément un jour, sa meilleure amie va porter atteinte à ça et du coup, elles vont se brouiller, tu vois? Elle va se retrouver toute seule et il y a rien de plus triste que le lit de mort d'une narcissique ou d'un narcissique. Ils sont bien seuls, sûr. ils sont seuls. Donc mais ça, c'est dur à accepter, mec, hein. Il va falloir que tu sois patient, hein et ouais, c'est comme ça. Bah, en fait, en effet, ça a écarté des amis qui étaient pas vraiment mes amis au final, parce que, bah, ils ont juste pas vu l'idée, ils ont Ouais, pris des choses et cetera. Ou il y en a même, qui une fois c'est qu'ils ont ça. su une fois qu'ils ont su que, bah, mon ex était, de nouveau, célibataire, tu vois? Ils voulaient sauter sur l'occasion, par exemple. Et Mmh. alors que c'était mes amis de Oh base, là hein. là, les pauvres, ils savent pas dans quoi ils se lancent. Ah non, non, ils savent pas du tout. Et au final, je me dis: «Peu importe ce qu'il dit, peu importe, ce qu'il pense, ça change pas ma valeur, intrinsèque, en fait». Donc ça, je pense que c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel il faut être. C'est que ça change pas ta valeur intrinsèque en tant qu'humain, que toi, tu sais des efforts que tu fais. Alors, ce qu'ils croient les autres, Ouais. c'est pas important. Enfin, ce qu'ils croient le grand public, c'est vraiment pas important. Mmh. Voilà. Et donc Et donc comment tu te sens maintenant? Donc maintenant c'est fini, tu es plus avec cette personne-là, malgré le côté qui est un peu chiant où elle est encore là, mais bon, ça va passer. T'inquiète, un jour, tu vois, elle va juste trouver quelqu'un d'autre et elle va passer à autre chose, tu vois? Moi, j'ai eu pas mal de clients du coup, parce que tu sais, une relation avec un parent narcissique, c'est un des 3-4 événements traumatisants qui peuvent provoquer un trouble anxieux. Avec, les bad trips avec une drogue et avec une crise d'angoisse potentiellement traumatisante. Les relations avec des pervers narcissiques notamment, parce que je pense que ta, ton ex, elle rentre dans une catégorie de trouble narcissique qui est le narcissique malicieux. Donc, vraiment caractérisé par, aucune ou quasiment aucune, sens moral et notamment, résistance à tout ce qui va être, la malveillance, quoi, tu vois? Et donc, elle va trouver une autre victime et ce qui se passe en général, c'est sinon, pour qu'ils arrêtent de te faire chier, c'est quand ils comprennent que justement ce qui value de plus au monde, donc leur accès au plaisir, au pouvoir et au succès, peut être atteint par leur poursuite qu'ils ont contre toi. Dès qu'ils comprennent ça, donc par exemple, tu vois, moi j'avais une cliente là, c'était vraiment une histoire vénère, tu vois? Où il y a eu de la violence et tout ça et le mec vraiment l'a menacée et tout, physiquement. Il a arrêté de l'embêter après des années parce que sa mère a menacé, un truc tout con, mais l'a menacé qu'il allait perdre ses voitures, tu vois? oh bah, ch Pour te dire. Donc puisqu'un narcissique est très matérialiste, la perspective de perdre ça, il se dit: «OK, ça vaut pas le coup, vaut mieux que je me trouve une autre victime». Et donc un jour, ça va arriver, en fait, elle va se le faire tout seul, elle va trop parler, genre, au bout d'un moment, vous le faire comprendre: «C'est bon, on en a marre, tu nous saoules avec Ilyes, c'est bon, arrête», tu vois? ouais. Et donc être en mode: «OK, ça vaut plus le coup de niquer la vie d'Ilyes ou d'essayer de niquer la vie d'Ilyes, je vais passer à une autre personne», tu vois? Ou alors, il y a aussi l'option qu'elle-même, et c'est ce qu'on lui souhaite, tu vois? Qu'elle comprenne qu'elle a un problème et qu'elle se fasse soigner, tu vois? Mmh. Mais c'est pas à ton contrôle dans tous les cas. Et Non, c'est donc pas un problème. une fois que ça sera passé, toi, là, t'en es où en termes de santé mentale? Tu te sens comment? Heu, bah, écoute, j'ai, eu de la chance quelque part, j'estime avoir eu de la chance dans mon malheur parce qu'en fait, heu, à la même période où, je me suis mis à faire, des angoisses et à avoir un trouble anxieux, à développer un trouble anxieux, tu fais des vidéos et ça, je trouve que c'est une Mmh. chance parce Mmh. que, je suis donc les conseils et petit à petit, heu, semaine, après, semaine, les choses, s'améliorent. L'intensité, des moments anxieux Donc est c'est moins ouais. forts. Les moments anxieux est moins forts ou, ils sont moins récurrents Mmh. ou, où les pensées invasives sont moins présentes et donc depuis là, récemment, je constate une amélioration et je suis persuadé que je vais finir par atteindre la guérison complète. Mmh. Bah, en fait, qu'est-ce qui t'est arrivé, Ilyes, en fait, ton amygdale, donc la partie, de ton cerveau qui est responsable de ta réponse combat-fuite et de l'anxiété, en fait, elle a dans une longueur, donc au bout de
pendant 10 mois, en fait, c'est 10 mois que tu as eu cette relation. Elle a été activée, 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 activée. Et en fait, ça s'est fait progressivement, mais ça l'a suractivé ton amygdale, tu vois? Donc tout ça, ça a pété quand tu m'as parlé tout à l'heure de ta crise d'angoisse où elle t'a pété et tu as eu un moment de dissociation. Là, ça a pété. Là, ton cerveau t'a dit: «OK, là, yes, c'est trop», sonnette d'alarme, déclenchement du trouble anxieux, tu vois? Donc, bah, cristallisation de tes tendances à vouloir chercher le contrôle, la certitude, la réassurance et donc là, tu es en mode: «OK». C'est un peu la sonnette d'alarme en mode: «C'est trop», tu vois? La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, tu vois? Et donc c'est ça qui t'a poussé à guérir, tu vois? Par la souffrance, très exacerbée, donc tu as vu mes vidéos et cetera. Tu vois un psy depuis ou pas? J'ai fait 2 séances avec une psychologue, dans ma OK. dans ma ville. Ça m'a aidé, un petit peu à me donner quelques bases. Malheureusement, bah, j'ai pas pu, réitérer les séances pour des raisons pécuniaires, mais j'en ressens pas spécialement le besoin. Mmh. D'accord. Et Bah, donc à toi de voir. Moi, je conseille quand même un petit suivi psy, ça fait rien de mal, mais en gros, tu vois, du coup, tu as commencé à comprendre les choses qu'il fallait changer, donc tu as compris tout ce qui était les mécanismes de CCR, tu vois? mmh La réassurance, comme quoi il fallait pas tomber dedans, le contrôle et cetera et donc là, en fait, tu coupes l'alimentation de ton trouble anxieux, donc tu enlèves petit à petit l'essence qui tombe dans le baril, tu vois? L'essence qui nourrit cette anxiété et donc en fait, petit à petit, ton amygdale se calme. Donc ça se calme par vagues, tu vois? Tu vas avoir des vagues qui sont de plus en plus espacées, de moins en moins intenses, c'est normal. Mais à chaque vague que tu as l'opportunité justement de changer ta réaction par rapport à avant et donc d'opter pour une non-réaction par CCR plutôt qu'une réaction par CCR. Donc c'est là où rentre ta connaissance, des mécanismes CCR, tu vois? Donc bien connaître les 22 mécanismes CCR pour pas les faire, tu vois? Que ce soit les mécanismes externes ou internes et après, tu as juste à savoir ce qu'il ne faut pas faire. Si tu le fais, c'est pas grave, tu observes, d'accord? Si tu vois que tu en fais encore des mécanismes, cognitifs, donc des pensées que tu as encore qui cherchent le contrôle, ça te dit de la réassurance, c'est pas grave, tu observes. Tu observes jusqu'à, créer ce que j'appelle moi l'effet Game of Thrones où en gros, tu as tellement observé une réaction que tu as à l'angoisse que ça te lasse de cette, réaction. Tu veux plus la faire, tu as la flemme. Du coup, tu n'alimentes plus et pour les mécanismes externes, donc les mécanismes physiques, tout ce que tu vas faire avec tes mains, donc aller sur internet et cetera. Ça, par exemple, c'est juste une histoire d'arrêter. mh. Il faut arrêter de le faire, prendre une décision d'arrêter de le faire. Mais tant que tu fais ça, et ben, à chaque nouveau pic anxieux, tu vas de moins réagir. Ça va être de plus en plus facile de encore moins réagir que par rapport à la fois d'avant. Et c'est comme ça, en fait, que progressivement, ton amygdale se calme, l'activité se calme, et puis tu reviens à un niveau normal de fonctionnement de ton amygdale. Et donc, tu auras plus ce stress que tu as alors que tu devrais pas stresser. Tu vois, c'est ça la caractéristique d'un trouble anxieux, c'est qu'on est stressé sans raison. Tu vois, c'est bien d'être stressé pour une raison, c'est ça, c'est normal et on peut rien faire contre ça. Mais par contre, être stressé sans raison ou être stressé parce qu'on est stressé, tu vois? Ça, c'est un trouble anxieux et ça peut partir. Évidemment que ça peut partir, tu vois? Et donc ça, faut attendre que ça se calme, tu vois? Donc si tu as encore de l'angoisse, c'est pas grave, ça va se calmer. Continue, tu vois, à faire ce qui marche, tu vois? Des fois, dis-toi que peut-être qu'il faut que tu ailles un peu plus loin dans le sens où il y a encore des mécanismes nécessaires que tu emploies, tu vois? Mmh. Donc si tu vois que tu as encore de l'angoisse, peut-être que c'est pour ça, mais si tu vois que ça s'améliore de plus en plus, c'est que tu es sur la bonne voie, quoi. Ça, par exemple, j'aime bien, faire un état des lieux chaque semaine, Mmh. à peu Ouais, près. Et comme par exemple la semaine dernière, j'ai passé toute ma semaine sans angoisser. super. Parce que sans angoisser, même, un truc qui caractérise, moi comment je le vis, c'est que chaque matin en fait, c'est ma première pensée du matin, si tu veux. Mmh. La pensée Ouais, c'est normal anxieuse, ça. voilà. Ouais, c'est normal. Et même, et il y a eu 2 jours dans la semaine dernière où, bah, ça a pas été le cas par exemple, donc j'étais assez content, sans y Super. prêter plus d'attention et juste vendredi dernier, en fin de journée, j'étais en formation, pour faire les premiers secours. J'étais avec la Croix-Rouge et donc tout se OK. passait bien, je passais une plutôt bonne journée, mais en fin de journée, j'ai eu un gros pic anxieux et Mmh. qui m'a duré, toute la soirée et ça m'a vraiment fait me sentir mal, j'avais presque les larmes aux yeux, mais j'ai rien fait pour réagir.
C'est bien. Je J'ai sais que tu peux pleurer, hein, tu peux pleurer. C'est pas un CCR de pleurer. C'est même très bien de OK. pleurer. OK. Et donc après c'est passé, c'est revenu, et ça je me sens à nouveau bien et là, depuis ça, je me sens bien, j'ai pas eu de problème et je remarque que j'y pense, de moins en moins. Que je me surprends, de Mmh. plus en plus, comme tu disais, je suis là, je fais quelque chose, je fais plusieurs trucs et je me rends compte que, ça ouais, c'est vrai, ça fait 1 heure que j'y ai pas pensé, quoi. Ouais, c'est ça. C'est les pro les bons signes, c'est des bons signes tout ça, super. Donc là, je me dis juste que, ouais, progressivement, ça va être 1 heure, 2 heures, 1 jour, Mmh, et toute la vie. c'est ça. Et ouais, c'est un parcours quelque part, j'apprécie le fait de le vivre, même si, ça me fait beaucoup souffrir parce Honnêtement, que c'est un avantage que tu as de le vivre aussi jeune, parce que tu as une plasticité cérébrale très, très, très réactive, tu vois, quand tu es jeune, donc tu peux guérir beaucoup plus vite, et puis ça te permet de te préparer à la vie qui va venir, tu vois? Et en fait, tu as grandi très vite là. Là, tu as pris énormément en maturité, que ce soit en maturité normale, mais aussi émotionnelle. Et ça va beaucoup te servir. Ça va beaucoup te servir pour à la fois te trouver un plan de carrière qui va te correspondre, mais aussi t'attirer des bonnes personnes dans ta vie, qui est l'une des choses les plus importantes dans la vie, c'est de s'entourer de bonnes personnes, tu vois. Donc, oh, je sais que c'est dur à imaginer pour l'instant, mais c'est pour le bon, c'est pour le bien ce qui t'est arrivé, tu vois. ouais, c'est vrai. C'est vrai que plusieurs fois, je me suis dit, en fait, j'ai plus de mal qu'avant à me projeter dans le futur. Ou quand je me projetais dans le futur, je me Mm. suis dit plusieurs fois, ouais, mais imagine dans autant de temps, t'es toujours comme ça, t'as toujours ces pensées. Ouais, Imagine c'est l'an prochain, classique ça. Ça, c'est classique. ouais, c'est Ce qu'on ça. appelle du crystal bowling. C'est le crystal bowling, c'est un mécanisme de CCR qui est en gros, tu vas prédire le futur. Tu penses avoir. L'erreur que tu fais, c'est que tu penses être capable de prédire le futur, alors que t'en es pas capable. Le cerveau humain n'est pas assez puissant pour ça. Et donc, tu apprends, en fait, tout simplement, au lieu de répondre à ça et de te convaincre, mais si, c'est bon, si je fais ça, je vais guérir en X temps, tu te désintéresses de cette question. En fait, tu te dis, j'ai même pas à répondre à cette peur, en fait, cette peur de non, 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 j'ai même pas à lui répondre, tu vois. Et avec le temps, tu vas dire, ah ouais, en fait, c'est juste une phrase dans ma tête. Et de plus en plus facilement, tu vas avoir cette capacité de juste être en mode, ah, c'est chiant de l'avoir dans ma tête, là, mais vas-y, c'est pas grave, tu vois, genre, ça va passer. Ouais, J'attends que ça passe, c'est juste une phrase, c'est ça. progressivement, tu vois. C'est ça, ou même quand je vois que des fois, je me sens pas forcément anxieux, mais j'y pense beaucoup. Et donc, je me dis, ah ouais, c'est chiant, hein. Et avant, j'angoissais, je me dis, ah Ouais, non, ça, non, c'est le non. truc un peu chiant, ça, hein. Ouais, je me dis, ah, c'est les pensées, elles vont monter en angoisse et tout. Maintenant, je me dis, ok, ben j'y pense, et alors, tu sais, continue de faire ma vie, en général, ça va mieux, quoi. C'est Mais ouais, je suis ça. assez. C'est ça le côté qui est juste chiant. C'est que ça, il y a pas de solution à ça, hein. Ouais, Malheureusement, c'est comme ça quand l'anxiété part, il y a ces pensées invasives un peu qui restent, qui veulent pas partir, qui jouent avec ta patience, tu vois? Donc ça devient un jeu de patience. Tu es en mode: «Bah, ouais, tu peux rester dans ma tête une semaine, je vais pas réagir», tu vois? Et un jour, quand elle l'a décidé, la pensée s'en va. mm. Ça apprend à lâcher Voilà, prise, surtout, je trouve. c'est ça. Et tu remarques, tu as compris maintenant ce que ça veut dire lâcher prise. Parce que je trouve que lâcher prise, c'est Ouais, utilisé un peu à tout va et les gens ne se ouais, rendent on pas compte comprend de ce que pas. ça veut dire. On vend ça comme une idée de ouais, c'est un truc que tu vas faire instantanément et tu vas tout de suite te sentir mieux, tu vois. Et tout va aller Ouais, bien. Le lâcher prise, je le dis tout le temps, c'est un sacrifice. Lâcher prise, c'est un sacrifice dans le sens où tu acceptes la présence d'une pensée inconfortable et tu acceptes surtout le fait très douloureux qui est que tu peux rien y faire et que c'est hors de ton contrôle, c'est pas toi qui décides quand elle va partir. Peut-être qu'elle va rester une semaine, peut-être qu'elle va rester une seconde, tu vois? Tu sais rien. C'est pas ton contrôle et ça, c'est super dur à accepter. C'est ça qui fait que le lâcher prise, c'est difficile. Mais c'est mm, seulement par entraînement, tout simplement, c'est un entraînement. Tu essayes de lâcher prise, tu y arrives des fois tu n'y arrives pas parce qu'en général, ce qui fait que tu n'y arrives pas, c'est que la douleur est trop forte et donc, on a une tendance, l'être humain, quand la souffrance est trop forte, à retourner dans les méthodes d'alimentation de l'angoisse, même si c'est ouais, pas de sens, c'est comme ça. Mais avec le temps, tu deviens de plus en plus résilient.
et ça se passe bien. Il y a un mécanisme, de contrôle que, je soupçonne, c'est que des fois, quand je commence à me sentir un peu anxieux, tu vois? Je sens que ça «monte» entre guillemets, hein. J'ai eu, pour habitude, enfin pas pour habitude, mais j'ai pour réflexe d'aller, retourner sur certaines de tes vidéos, par exemple. Et ça, je pense, c'est un mécanisme Ouais, de contrôle. Parce qu'au début, ouais. je me disais: «Ah ouais, non mais attends, je vais me remémorer, les, choses cohérentes», et Mmh. donc au final, je l'essaie et Ouais, à un moment, va falloir que tu te désabonnes, yes. C'est une bah, étape en fait, indispensable. Au bout d'un bah, moment, va d'ailleurs, falloir que tu te désabonnes. ouais, bah, par ailleurs, c'est je voulais le laisser en commentaire ça la dernière fois, mais je me suis dit: «Non, ça se fait pas». Mais il y a une se et après une semaine, je me suis dit: «Non», je voulais envoyer un commentaire et dire: «Arthur, je pense qu'à terme, je me désabonnerai de ton compte. Merci Bah, pour tout c'est ce le que tu as but, fait, mais je pense qu'à terme, je me désabonnerai parce que, genre, mais tu c'est mieux, entièrement raison. c'est» C'est le but de ma chaîne. Si vous vous désabonnez pas à un moment, c'est que j'ai échoué dans mon devoir, tu vois? Genre moi, mon but, c'est que vous vous désabonniez, c'est l'objectif, c'est la victoire ultime, tu vois, pour moi. C'est que vous en avez plus besoin, quoi, tu ouais, vois? C'est que c'est mon ça. travail est fait. Genre, Ouais. donc ouais, j'espère qu'un jour tu le feras et il faudra tu trouveras il y a un moment où tu vas te dire: «OK, je sais ce que j'ai à savoir». T'as pris le starter pack toi, Ilyes, ou pas? Non, Parce que dans le starter pack, tu as toutes les infos. C'est pour ça que je l'ai fait. Donc à partir du moment où même ceux qui vous écoutent là, hein, si vous avez le starter pack, vous pouvez vous désabonner, vous avez tout ce qu'il vous faut. Maintenant, faut juste, passer à la pratique et vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez plus besoin de moi, hein. Mais bon, ça, en général, c'est un truc que vous sentirez, vous-même, quoi. mmh, Que c'est bon, là, j'ai les infos, j'ai plus qu'à pratiquer et puis voilà, vous le sentirez, vous le remarquerez. mmh. Et voilà, en tout cas, Ilyes, je suis ravi de t'avoir eu. Je suis ravi de t'avoir eu, c'était cool d'avoir ton histoire et merci de ta vulnérabilité parce que j'imagine à quel point ça devait être, pas forcément facile de Et partager, voilà. tout ça. Donc merci à toi. Je trouve que tu es extrêmement courageux et je trouve que tu t'es peut-être fait laisser traiter comme un chien quelques mois, mais au bout d'un moment, tu as eu ton sursaut d'orgueil et ça se voit que tu as un amour-propre, tu vois? Au bout d'un moment, quand c'était trop loin, quoi et tu as fait les très bonnes décisions, donc bravo à toi pour la façon dont tu t'es sorti de cette relation parce que personne n'est à l'abri, hein. Personne n'est à l'abri de tomber You're dans right. les filets d'un pervers narcissique. Donc voilà, franchement, tu as toutes mes félicitations, encore merci. J'espère que Ah ça merci, t'a merci apporté beaucoup. un peu de clarté, cet Ouais. épisode. Ouais, ça m'a apporté, un peu de clarté et vraiment merci beaucoup, ça me touche, ce que tu dis. Parce que je trouve quand même que même si j'ai beaucoup galéré, j'ai plutôt je réussis plutôt bien à gérer ça, j'ai plutôt bien réussi à gérer la rupture. Ouais, carrément. Une question que je voulais te poser, hem, qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles du, journaling, anxiété? En quoi ça consiste concrètement? Ah oui, j'en ai déjà cité, donc c'est ce qu'il y a dans le starter pack. Tu as un PDF dans le starter pack, c'est en 3 étapes. La première étape, c'est la synthétisation de tes peurs récurrentes. Donc en gros, tu vas te dire: «OK, c'est quoi les peurs que j'ai eues récemment?» Donc par exemple, en général, ça va être: «J'ai peur de devenir fou, j'ai peur que ça mette trop de temps à guérir, j'ai peur que je guérisse jamais» et cetera. Tu vas comprendre qu'en fait, toutes les angoisses que tu as toute la journée, en fait, elles partent que de quelques peurs, en fait. C'est les mêmes peurs qui reviennent, une poignée de peurs qui reviennent tout le temps. Donc première étape, c'est de faire ça, ça permet de synthétiser et de vraiment, focus les choses sur ce qu'il faut, la peur. Tu as juste une peur qui est exagérée de quelque chose et donc tu veux ne pas ressentir cette peur. Une fois que tu as fait ça, tu passes à l'étape 2, qui est la partie brainstorming des CCR. Donc en gros, tu vas te dire, pour chaque catégorie, donc contrôle, certitude et réassurance, tu vas te demander: «OK, pour cette peur en particulier», donc tu vas prendre une peur à la fois. La peur de: «J'ai peur de devenir fou», je vais regarder comment je me réassure. Et là, tu cherches, OK, de quelle façon je me réassure? Est-ce que je me dis des choses? Est-ce que je fais quelque chose? Et cetera. Pareil pour le contrôle, pareil pour la recherche certitude. Tu vois, tu fais ce brainstorming. Et puis OK. après, troisième partie, suite à ce brainstorming, tu identifies clairement des mécanismes. D'accord? Donc, je te conseille, moi, pour alimenter ce journaling, de te fier aux 22 mécanismes pro-anxiété, donc qu'il y a dans mes vidéos. Il y a aussi une formation que je vais faire là-dessus qui va sortir. Donc, il faut bien les connaître, ces 22 mécanismes. Et tu te fies à eux pour un peu dire: «OK, donc ça, c'est peut-être ce mécanisme-là. OK, je fais peut-être ce mécanisme-là». Et du coup, ça permet de dire: «OK, maintenant, je sais quel mécanisme j'utilise et comment.
Mais voilà, je sais sur lesquels il faut que je me focus. Et à partir de ce moment-là, dernière étape, tu fais la déclaration de tes objectifs. Donc tu dis, je veux arrêter la recherche sur Internet. Donc bam, tu prends la décision d'arrêter les sur Internet. Ou alors je veux arrêter un mécanisme cognitif comme le crystal bowling. Et donc puisque c'est un mécanisme interne, tu vas dire, je vais commencer à observer ma façon de faire du crystal bowling. Pour un jour arriver à un stade où je l'ai tellement observé que ça me désintéresse. Tu vois. C'est un peu ça le journaling anti-anxiété. D'accord, Ça ok, te paraît clair? je comprends mieux. Ouais, ouais, ça me paraît clair maintenant parce que je comprenais pas concrètement en quoi ça consistait. Mhm. La dernière chose aussi, c'est une fois en story, tu avais écrit quelque chose de très cohérent. C'est le fait de se juger par rapport à une angoisse. Je crois Par rapport à que... la sortie d'un instant, Ouais, le voilà. jugement de sortie du moment Voilà. présent. Ça, ouais. Ouais, ça c'est en fait un truc très commun, c'est que l'angoisse te sort de l'instant présent. L'angoisse, tu vis ta vie, ton amygdale est suractivée et pour une raison X ou Y, bam, elle s'active. En mode, ah putain, mais Elias, attends, il y a un problème, c'est vrai que je suis suractivé, tu vois. Pour des raisons, parfois il n'y a aucune raison, tu vois. Et du coup, ça te met dans un état où tu es dans ta tête, tu es plus dans l'instant présent, d'accord? Et quand tu fais ça, bah du coup, tu vas commencer à te juger de ne pas être dans l'instant présent. Parce que tu te dis, anxiété égale pas dans l'instant présent et si je suis pas dans l'instant présent, j'ai un problème. J'ai un Mm. trouble anxieux et donc tu te dis: «J'ai pas en» tu veux pas avoir un trouble anxieux, tu veux être, libre de ce trouble, tu vois? C'est ça. Et donc c'est là où il faut premier truc à faire, c'est de se dire: «C'est pas parce que tu es anxieux que tu as un trouble anxieux», tu vois? Ça Oui. m'arrive moi aussi, parfois d'être, en call avec quelqu'un et d'avoir une pensée là, je pense à, je sais pas, je pense à mon chat s'il a fait une connerie, tu vois? Ou un truc comme Mm. ça, tu vois? Ou alors ça m'arrive des fois de pas réussir à me concentrer parce que je suis fatigué ou quoi. Mais je suis pas dans un jugement en mode: «Ah, il faut absolument que je me remette dans l'instant présent». Tu vois? Je vais accepter le fait que je suis pas complètement dans l'instant présent et je vais être en mode: «Bah, c'est chiant, mais bon, en vrai, c'est pas non plus la fin du monde», tu vois? Et Mhm. ça revient tout seul après. Et sans m'en rendre compte, je me réimmerge dans l'instant présent, tu vois? Et il y a des Yes. périodes où tu vas être plus distrait que d'autres. Donc si tu dors pas trop ou si tu as fait, si tu as bu de l'alcool et tu es en gueule de bois ou Ouais. si tu as beaucoup d'inflammation dans ton corps parce que tu as mal mangé et cetera, plein de raisons différentes. Où tu vas être plus dans ta tête que d'habitude, tu vois? Et donc l'idée, c'est de dissocier le phénomène et l'interprétation qui est faite de ce phénomène, tu vois? C'est pas parce que tu es en distrait que, tu as un problème et que tu as un trouble anxieux et que c'est la fin du monde. Tu vas Ça. comprendre qu'il y a un truc qui peut se passer sans forcément impliquer l'autre, tu vois? Surtout que Mais il est très quand fréquent lui-même. Surtout que quand il y a des vagues anxieuses qui reviennent, on se dit mince, je guéris pas en fait, je recule au lieu d'avancer. C'est ça, voilà. C'est ça. Ça Parce qu'en c'est fait, ça pour c'est toi, l'indicateur de ta guérison, c'est comment tu te sens. Tu te Mm. dis: «Si je me sens bien, je guéris, si je me sens pas bien, je recule» et c'est complètement faux. C'est complètement faux. L'indicateur de ta guérison, c'est les nombres de pensées de renonciation que tu vas avoir, en gros. Les pensées de renonciation, c'est quand tu renonces à répondre, tu vois, à un mécanisme. Et donc, tu peux avoir 10 montées anxieuses. Si tu as fait 10 pensées de renonciation, tu guéris de fou. Tu es très bien avancé. Par contre, tu peux avoir un moment anxieux et ne pas avoir fait ta pensée de renonciation. En fait, tu vas plutôt reculer, tu vois. C'est pas, faut réajuster le bon indicateur de guérison, tu vois. Mais la façon dont tu te sens, comme je dis, ça peut dépendre de plein de trucs différents, tu vois. Ouais, ok. Bah, merci pour tout, en tout cas, merci de m'avoir Tu vois. invité. Merci vraiment Avec de m'avoir plaisir. invité. C'est avec grand plaisir. Inès, merci d'être passé. Et Ouais, puis, ça. comme si comme Ilias, vous voulez participer, c'est avec plaisir. Donc, vous pouvez soit remplir le formulaire dans le lien Beacons via lequel vous avez trouvé ce podcast. Sinon, vous m'envoyez un DM sur Insta. Ce sera avec plaisir de vous avoir. Vraiment, on accueille tout le monde ici. Encore merci à toi, Ilias, d'être passé et pour l'histoire qui était passionnante. Passionnant, je sais pas si c'est le mot. Et ouais, je pense à tous Ah les si, jeunes si, qui c'était écoutent. très intéressant et il y a beaucoup de gens qui vont vivre la même histoire que toi. Donc si on peut les préparer à ça, ça peut être top. Ça. Je pense à tous les jeunes qui écoutent et qui n'ont pas forcément les moyens d'en parler à des proches, de se voir si bien entourés. Et c'est très important d'être préparé à vivre ce genre d'événements. Alors, merci pour le travail que tu fais et j'espère vraiment que ça aidera un maximum de personnes. Donc, carrément. Merci, Elias. Merci beaucoup. Allez, salut tout le monde. Au revoir.